Eh bien, parfait, commençons. Donc merci à tous effectivement de votre d'être venus sur notre webinaire. Ravi de vous retrouver nombreux, pour échanger sur la gestion de crise et la communication de secours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dans l'outil, en bas à droite, notamment le chat, l'onglet questions. Donc si vous pouvez poser vos questions, notamment dans l'onglet bien questions et non dans le chat, on pourra y répondre, en fin de session. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, à commencer, par présenter, nos 3 intervenants. Je vais commencer par vous, Jean-Marc. Donc, Jean-Marc Sépieux, vous êtes spécialiste dans la sécurité des systèmes d'information et dans la gestion de crise cyber. De par votre riche expérience, vous avez fondé OKE avec Pascal et vous avez développé notamment un logiciel de cybersécurité reconnu dans le domaine. Pascal, quant à vous, vous êtes aussi cofondatrice et Bonsoir. dirigeante d'Okae. Vous venez du monde des assurances, confrontée surtout à la gestion des risques. Et aujourd'hui, vous accompagnez tous les deux des clients sur tout type de secteur d'activité, allant de l'assurance à la pharma. Pierre Bodraco, quant à vous, vous êtes fondateur et président de BlueMind, éditeur de la solution open source de messagerie collaborative, l'alternative française à Microsoft 365. Très engagé pour la souveraineté numérique, vous êtes aussi coprésident du Conseil national du logiciel libre, président de Solibre et expert et conférencier sur les modèles économiques éditeurs open source. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter donc 2 acteurs qui se sont réunis aujourd'hui, pour proposer une offre commune et apporter, je dirais une plus grande résilience opérationnelle et organisationnelle, à vos organisations. Jean-Marc, je vous laisse, la main, pour présenter, le contexte. Alors bonsoir à toutes et à tous à nouveau, hein. Donc, ce que je me permets de faire, alors pas de prédiction pour 2023, ben, ça serait être prétentieux que de pouvoir vous prédire ce qui va se passer cette année en termes de cybersécurité. Simplement de repositionner un petit peu le contexte aujourd'hui, à ce jour, qui exige aussi plus de résilience. Alors pourquoi plus de résilience? Puisque si on fait le bilan un petit peu de l'année 2022 et les premières informations que l'on a sur 2023, c'est un écosystème donc du crime, du cybercrime qui évolue. Alors qui évolue, vous avez toujours des grands groupes hein, de cyberattaquants qui font la une de la presse, mais vous avez de plus en plus aussi d'acteurs qui passent sous les radars, qu'il est très difficile d'aller chercher aujourd'hui. Plus en plus une logique d'affiliés de grands groupes de cybersécurité, de cybercriminels, pardon, qui va essayer de reprendre des mesures ou des solutions utilisées par ces criminels. Voilà. Donc c'est un écosystème qui est mouvant. En plus, c'est un système qui utilise aussi des techniques qui se perfectionnent. On va même jusqu'à utiliser, hein, je prends un exemple récent, de l'intelligence artificielle pour aujourd'hui commettre des actes de cybercriminalité. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de l'utilisation de chat GPT pour faire des attaques, qu'il s'agisse d'attaques de type hameçonnage ou d'attaques cybercriminelles. Donc on le voit bien que cet écosystème évolue, et en plus tout ça étant exacerbé, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais tout ça étant exacerbé par un contexte géopolitique de tension hein, qui existe aujourd'hui et qui est aux frontières de l'Europe, bien entendu, mais pas que. En parallèle de ça, ben, on a aujourd'hui tout un dispositif qui se met en place hein, de la part d'autorités, un dispositif réglementaire et normatif. Hein, certains d'entre vous sont plus ou moins impactés hein, par des réglementations. Alors, certaines étaient déjà assez présentes, hein, le RGPD, mais d'autres arrivent aussi de directives qui se mettent en place, hein, parce que vous le voyez que le début de l'année a été marqué par ces éléments d'information. Deuxième point aussi, des exigences d'exercice. On va vers plus d'opérationnalité aujourd'hui, hein, donc d'exercices qui se mettent en place en France et en Europe. L'ANSSI a lancé le mouvement, l'ENISA l'a lancé au niveau européen. C'est des exigences aussi qui existent, qui sont demandées de plus en plus pour un certain nombre d'acteurs dans des différents domaines en particulier. Et le troisième point dans cet écosystème qui se met en place, c'est aussi cette problématique donc d'exigence. Hein. Puisque les grands comptes sont soumis à des réglementations, ben, il y a des exigences qui sont répercutées sur leur ensemble de leur écosystème. Voilà, ça c'est à peu près le contexte. Hein. Résumé, je n'irai pas jusqu'à faire des prédictions, mais simplement pour le rappeler en particulier. Alors, si je conclue un petit peu ce contexte en particulier, c'est ben, vous l'avez vu aussi sur sur l'année 2020, depuis l'année 2020, 21 et 22, c'est qu'aujourd'hui, ben, est-ce que je suis parmi les cibles? La question ne se pose plus aujourd'hui. Tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise, tous les types d'organisations, qu'elles soient dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse aussi du domaine industriel ou de tous les domaines, ben, la question c'est aujourd'hui de dire ben, je vais être attaqué, est-ce que je suis en capacité de répondre? Voilà, ça c'est
la conclusion que l'on constate aujourd'hui. Et pour rajouter un point plutôt pratico-pratique, ça se passe jamais comme on l'a imaginé, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les vraies difficultés hein, que certains d'entre vous ont peut-être connues ou peut-être pas connues, mais c'est l'attaque, c'est pas aussi évident de la voir arriver. Hein, c'est parfois quelque chose qui est plutôt latent, pas aussi bref qu'on imagine. Deuxième point, ça arrive pas nécessairement quand c'est des heures ouvrées. Ça arrive le vendredi, ça arrive quand l'effectif de l'organisation n'est pas présent dans les locaux, ça peut être un jour férié, ça peut être à certaines périodes. Hein, vous avez vu certaines attaques qui se sont déroulées notamment pendant les périodes de fête. C'est les difficultés à mobiliser, à gérer les équipes dans la durée. Ça se passe aussi jamais comme on avait imaginé, c'est-à-dire que on avait imaginé même parfois un dispositif, mais malheureusement le dispositif, on n'arrive pas à le dérouler. Toutes les procédures ou les checklists qu'on avait, on a du mal à les faire fonctionner. Et le deuxième point aussi, c'est toute la partie de réponse que l'on va être obligé d'adapter à la situation, avec les difficultés que d'organiser le dispositif, d'échanger des informations et aussi, on avait prévu de communiquer en interne et en externe et on en arrive à, dans le feu de l'action, à oublier quasiment de faire de la communication en interne pour expliquer la situation qu'on est en train de vivre. Donc toutes ces difficultés, c'est les points qu'on a pris en compte, hein, bien entendu, hein, pour au contraire aujourd'hui aider dans ce domaine-là, mais c'est les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés face à ces types de situations qui, je rappelle, ne durent pas parfois quelques heures, ça peut être quelques jours, semaines, voire quelques mois, hein, puisque vous avez encore des personnes qui gèrent des événements qui se sont déroulés début novembre ou début décembre. Hein, à l'heure où on parle, elles sont toujours en partie en gestion de crise en particulier. Merci Jean-Marc pour ce contexte. Alors effectivement, c'est le cas de le dire, l'actualité cyber a fait parler d'elle. Un contexte de cybercrime donc en constante évolution, des techniques de plus en plus perfectionnées. Et justement, je vais passer la main à Pascal, car vous allez commencer par adresser un sujet qui est assez essentiel, la préparation et la gestion de crise. Pascal, je vous laisse la main du coup pour nous expliquer éventuellement l'origine d'Okae et comment aujourd'hui vous permettez à vos clients d'avoir plus de résilience, notamment grâce à Digital Crisis Response. Je vous laisse la main. Merci Aurélia. Donc effectivement, déjà une brève présentation. À Okae, qui sommes-nous? On est éditeur de cette solution souveraine de pilotage de cellules de crise. On rentrera un peu plus dans les détails au cours de la présentation. Nos clients évoluent dans différents secteurs d'activité, comme vous pouvez le constater. On intervient aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et pour tout ce qui touche aux organisations publiques ou établissements de santé, nous sommes référencés dans les principales plateformes d'achat que vous pouvez voir. Alors, je dirais en quoi finalement on répond aux difficultés que Jean-Marc vous a exposées. Effectivement, notre solution, nous, elle permet de rentrer dans la résilience, elle permet d'armer, je dirais, d'outiller justement toutes les organisations pour contrer l'attaquant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette solution pour répondre à tout ça? C'est qu'on a des fonctionnalités identiques qui sont utilisables tant en mode entraînement qu'en mode de situation de crise réelle. Donc, en fait, déjà, on est rentré dans la simplicité au niveau des fonctionnalités. Le mode entraînement en lui-même, donc, c'est effectivement, on rentrera plus dans le détail après, mais c'est pour tester et vous permettre de renforcer tout votre dispositif de protection. Donc, aujourd'hui, les réglementations, effectivement, imposent de plus en plus de tester toute sa documentation de crise, son organisation, ses fiches de rôle, etc. Donc, nous, on a mis ces fonctionnalités-là et qui sont utilisables en mode de situation réelle, qui là, on se retrouve effectivement en capacité de réagir efficacement face à l'attaquant. Donc, il faut que la solution elle soit simple et intuitive. Hein. Quand on est en situation de crise, on n'est pas là pour découvrir les fonctionnalités d'un outil. Il faut qu'on rentre vite dans le sujet. Et bien entendu, on prône sur la résilience. Donc, notre solution, elle est souveraine. Elle est commercialisée donc en mode SaaS privatif, on insiste là-dessus, avec un hébergement souverain, soit de données de santé, ce qu'on appelle des hébergements HDS, soit Segnum Cloud, c'est-à-dire des hébergements qui sont certifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une solution, vous le verrez plus tard aussi, clé en main, on insiste là-dessus, qui est décorrélée du SI
Et elle est utilisable, la particularité, avec une tablette ou un smartphone. Donc souvent, on nous pose la question, oui, mais quand j'ai plus de réseau, non, on est en mode SaaS, et puis vous pouvez y accéder effectivement avec n'importe quel aujourd'hui outil, qui soit PC, tablette ou smartphone. Et on insiste sur ce côté justement de simplicité, d'intuitivité. Donc là, je vais laisser de nouveau la parole à Jean-Marc qui va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, comme l'a précisé Pascal, donc c'est une solution clé en main. L'idée, c'est réellement de vous aider dans ce mode, alors qu'on a appelé Serious Game, mais qui va être directement en lien avec la préparation et l'entraînement. La préparation, c'est de vous donner la capacité de pouvoir vous préparer, c'est-à-dire établir si les bases d'un dispositif de gestion de crise cyber, c'est-à-dire quelles sont les personnes que je vais impliquer dans mon dispositif, quelles sont les premières actions que je pourrais mettre en œuvre qui vont être utiles par rapport à la résolution de l'événement que je subis, et pouvoir avoir aussi toute la documentation que vous pouvez avoir à portée de main en quelque sorte. Donc, c'est quoi cette solution clé en main? Ben, c'est une solution qui va être accessible, comme on l'a précisé, par un simple navigateur, dans un environnement qui vous est propre, d'accord, qui est toujours accessible, et qui va vous permettre déjà, dans un premier temps, de faire cette préparation et cette alerte. C'est la cellule de crise qui va aller vers les participants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, hein, dans vos locaux, en télétravail, dans des sites plus ou moins éloignés, et de pouvoir y associer aussi des personnes qui sont internes à votre organisation, mais aussi des personnes externes, qui peuvent être des prestataires ou des acteurs avec lesquels vous travaillez, des autorités, votre cyberassureur ou tout acteur, puisque la cellule de crise va permettre, avec ses fonctionnalités, d'alerter et de mobiliser, d'avoir toute cette documentation qui est hors de votre système d'information, parce que si votre système d'information est attaqué, ben, cette documentation ne sera pas exploitable. Avoir aussi toute cette logique de plan de réponse que vous allez déterminer avec tous les participants que vous allez associer, un plan de réponse structuré par rapport à ce que vous connaissez, quel que soit le moment où ça se déroule, hein, même en dehors des heures ouvrables. D'avoir aussi, pour des principes aujourd'hui liés aussi à votre relation avec votre cyberassureur ou même en termes de responsabilité, c'est d'avoir un suivi redaté des actions, la conservation des éléments de preuve et élément important, et c'est pour ça que vous allez voir aussi de l'échange que l'on a avec BlueMind, c'est la participation à travers l'échange et la communication qui sont essentiels, parce que si votre système est attaqué, ben, il va falloir bénéficier de cette solution de communication qui va être importante. Ça, nous le faisons, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, en mode entraînement, de façon à permettre de préparer et de vous entraîner de façon aussi par des exercices courts et répétés. C'est aussi une façon aussi de maintenir, d'impliquer les participants au sein de votre organisation, de développer des réflexes, bien entendu, et de le faire aussi de façon beaucoup plus régulière qu'une seule fois, plusieurs heures, en le faisant plusieurs séquences dans l'année, avec des acteurs totalement différents, puisque vous le savez, hein, quand l'événement survient, mais il y a des personnes qui sont pas disponibles parce qu'elles sont en congé ou malades, donc il faut pouvoir compter sur des effectifs ou des compétences autres dans votre organisation. Et troisième point important, c'est aussi la capacité de réagir, et c'est pour ça que la solution aussi est utilisable en situation réelle, pour faire aussi, pour disposer des mêmes fonctionnalités qu'un entraînement, c'est-à-dire la capacité d'alerter, d'avoir sa documentation et pouvoir avoir un plan de réponse structuré avec aussi ces éléments de communication et d'échange en situation de crise. Donc, si on résume notre offre aujourd'hui, parce que notre offre, c'est certes l'outillage, mais c'est aussi, comme je le disais, se préparer et s'entraîner. C'est aussi pas uniquement vous fournir un outillage, hein, c'est aussi vous assister dans la mise à place ou l'amélioration de votre dispositif de crise, comme vous le voyez, hein, c'est-à-dire d'avoir une démarche qui vous accompagne dans un dispositif outillé en plus, par aussi des retours d'expérience que l'on a pu connaître avec un certain nombre d'organisations, vous permettent aussi d'éprouver votre dispositif. Ça peut être qu'un test pour dire, aujourd'hui, on a pensé un dispositif, mais est-ce que si on se mettait en situation, est-ce que ça fonctionnerait? Parce que, comme je vous le précisais, ça n'arrive jamais comme on l'imaginait. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le tester? Mais c'est aussi, si vous le souhaitiez, de faire des exercices courts et répétés, hein, donc de vous accompagner, hein, si vous le souhaitiez aussi dans cette logique-là. En plus de bénéficier
de retour d'expérience que l'on a pu connaître avec un certain nombre d'organisations, mais aussi d'avoir ce fameux outil résilient de pilotage et de communication de crise dans votre préparation, dans votre entraînement et dans aussi votre capacité de réagir en particulier. Merci, merci Jean-Marc, merci Pascal. Alors effectivement, je pense que ça peut aiguiller nos participants, surtout sur la question, qu'est-ce qui se passerait si dans les 3, 6, 12 mois, 12 prochains mois, si vous n'agissez pas sur le risque cyber. Donc ceux qui ne savent pas forcément par quel bout le prendre, donc vous proposez une solution clé en main avec un accompagnement également sur la mise en œuvre. Une solution qui est simple, intuitive pour établir un dispositif de gestion de crise, s'entraîner en amont, vérifier, tester son plan de réponse. Et effectivement aussi pouvoir réagir en situation réelle. On va passer à BlueMind maintenant qui complète bien la solution d'OKE et je laisse la main à Pierre. Merci Aurélia et bonjour à tous. Alors pour faire une bonne transition avec ce qu'ont exposé Pascal et Jean-Marc, moi quelque chose qui m'avait marqué lors de nos premières discussions et de vos retours d'expérience, c'est les retours justement de tests de phishing, de tests d'emails frauduleux dont l'objet est justement d'essayer de récupérer des informations, de faire cliquer les gens avec des faux mails. Et vous me disiez que les gens pensaient que leur population était à peu près sécurisée, à peu près adaptée. Et en fait, dès les premiers tests, on s'apercevait qu'il y avait des taux de clics des personnes qui se faisaient avoir presque à 60 voire 70%. Et donc, ces campagnes de phishing étaient très informatives et mettaient vraiment le doigt sur, oui, la théorie, on pense qu'on est bien, et dans la pratique, quand ça arrive, on se fait avoir. Donc, c'est une bonne transition pour la communication sur la partie email, puisque en temps de crise, il faut arriver à bien s'organiser avec un outil dédié. Comme l'ont dit Pascal et Jean-Marc, quand la crise arrive, on n'a plus trop le temps de réfléchir à comment on apprend un outil, où est-ce que sont les choses. Il faut être efficace et aller vite. Et outre s'organiser, un des premiers sujets, c'est évidemment communiquer, parce qu'en temps de crise, on est en blackout. On peut être en blackout en tout cas. Alors, c'est pour ça qu'on s'est associés. Donc, nous sommes BlueMind. Donc, comme il y a pas mal de monde qui nous connaît là, dans les participants, soit qui utilisent, soit qui connaissent. Donc, BlueMind, je rappelle, on est éditeur d'une solution de messagerie collaborative, un concurrent ou équivalent de Microsoft Exchange ou Office 365 sur les parties mail, agenda, contact, etc. On a plus de 500 références. Le produit est open source. On fonctionne avec un réseau d'intégrateurs. On est présent en France majoritairement, la société est française, le produit est développé en France, mais on a une couverture internationale, on commence à être pas mal en Allemagne, en Afrique aussi. Voilà. Une particularité, c'est qu'on a une grande maîtrise technologique. Toutes les couches de messagerie, que ce soit les composants, les protocoles, on les écrit nous-mêmes, on les opère nous-mêmes, et donc on peut aller très loin sur les analyses, sur lorsqu'on fait des fonctionnalités ou le support de nouveaux appareils ou de compatibilité. On a plus de 500 références qui vont de grosses sociétés privées. Alors, Airbus, c'est pas un entier. On a quelques services, notamment ce qui faisait chez Airbus, du groupe La Forêt, beaucoup d'universités, des ministères, juste le ministère de l'Intérieur, ministère, par exemple, de l'Europe. Le produit BlueMind standard, donc une couverture large, comme la Change, agenda, messagerie, contact, tâches. On peut s'interfacer avec des drives, des chats, de la visio qu'on fournit. Et on propose également quelques fonctionnalités évoluées, puisque nous, on vise vraiment l'usage. L'enjeu dans la messagerie, et aujourd'hui, il n'est plus vraiment technique. Il faut que ça marche, ça c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, ça va au-delà et on parle d'usage. Et donc, nous, on est très centré là-dessus. Et outre de supporter tous les types de clients, on va apporter des fonctionnalités avancées comme l'envoi de fichiers volumineux automatique sans aucune intervention de l'utilisateur. Lui, il a l'impression d'envoyer un mail standard. La gestion des signatures d'entreprise, qui est toujours un fléau en général dans les entreprises, quelque chose qu'on a du mal à gérer. Et comme votre signature email est ce que voient en premier vos destinataires et ce qui voient le plus, etc. Donc, comme je l'ai dit, notre solution fonctionne avec tous les clients. Ça, c'est une particularité. On sait fonctionner avec Outlook. On est les seuls, d'ailleurs, à part Microsoft, à avoir un support natif. On fonctionne avec Thunderbird. On a le meilleur support du collaboratif. On a une interface web moderne. Et on supporte les mobiles et les Mac. Donc, ça, c'est le BlueMind général. Donc, l'offre que l'on propose ici s'appuie naturellement sur notre produit standard. Mais il est packagé et redéfini dans une offre orientée justement communication de crise. Donc,
tout n'est pas forcément actif, on ne va pas faire du déploiement client. Donc, vous avez un webmail, un agenda, une visio, hein, puisque les deux principaux canaux, c'est il faut que j'arrive à envoyer des mails pour communiquer avec la cellule de crise, avec les autres personnes, ou comment les contacter. Également des visios, one-to-one ou en groupe et avec un chat, pour avoir de la communication en temps réel. Ceci via web ou via mobile, l'intérêt de l'ensemble étant qu'on ne demande aucun déploiement côté client, ni d'ailleurs côté serveur, puisque l'offre est une offre hébergée. Et tout ceci peut s'utiliser très simplement. C'est un mot-clé, on l'a dit plusieurs fois, en temps de crise, on n'a pas le temps d'apprendre à manipuler un outil, de voir les fonctionnalités avancées. Et on le voit d'ailleurs, ce que recherchent les clients sur cette offre, ce n'est pas toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, ce que l'on a en standard dans les messageries, nous, lorsqu'on fait des ventes, mais c'est plutôt, est-ce que c'est simple, est-ce que mes utilisateurs vont arriver à utiliser et à comprendre sans avoir besoin de formation, de grande formation, etc. Et donc, on répond à ce sujet. Donc, un webmail, je l'ai cité, pas faire de démo, c'est standard, mais c'est un webmail qui est moderne, qui est compatible avec toutes les plateformes et qui est riche et très ergonomique. C'est un point clé. Un agenda qui est également très riche, hein, puisque lors des tests, en général, on finit souvent premier sur le fonctionnel agenda, avec différentes vues, différents groupes, agenda de ressources, de personnes. Donc, on va pouvoir gérer tout ce que l'on veut de façon assez simple et graphique d'ailleurs, et l'ensemble étant synchronisé avec les mobiles. Votre mobile, si vous voulez, puisqu'en temps de crise, on peut aussi beaucoup bouger, donc on a besoin de mobilité. Un service de visio également simple et intuitif, qui vous permet de planifier des visios, ceci étant connecté à l'agenda, et vous créez une nouvelle réunion de crise, vous cochez juste je veux que ce soit en visio et la plateforme s'occupe de tout, envoie tout ce qu'il faut dans les liens, voilà, fait les rappels à l'heure qui va bien, etc. Et vous pouvez également déclencher des visios en temps réel, important aussi pendant la crise. Donc ça, c'est la caractéristique générale ou spécifique sur la partie communication de l'offre, donc simple, rapide et intuitif. Et cette offre globale avec OKE, sur l'ensemble des deux solutions, elle a été spécifiée, imaginée et pensée pour répondre vraiment aux contraintes de crise. La première, c'est l'ensemble de notre système, gestion et communication, est décorrélé du SI. Ça veut dire que quand on est attaqué, on ne sait pas trop ce qui se passe. Un des premiers sujets, c'est de s'isoler du SI. Et donc, cette solution est complètement déconnectée. Évidemment, on peut imaginer faire quelques interfaces pour synchroniser ou importer des utilisateurs, mais ce sera des interfaces ponctuelles en amont pour alimenter juste la base d'utilisateurs. Le reste étant complètement indépendant. Un autre sujet également, c'est que, notamment au niveau communication, les outils là ne sont pas les mêmes que ce que vous avez en interne. Si vous êtes équipé à Microsoft en interne, on va vous conseiller, ou en 365, de ne pas faire votre gestion de crise sur la même plateforme, évidemment. Donc, côté Bluemind, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser ceci, et même si vous êtes équipé de Bluemind, il y en a dans les participants, vous pouvez avoir cette offre-là. Elle est déconnectée, ce ne sera pas votre Bluemind, elle sera complètement indépendante, et en plus, vous aurez encore plus de simplicité d'usage. Donc, quand le système a été compromis, vous êtes cette offre qui est complètement isolée et également disponible immédiatement. Il n'y a pas de procédure compliquée pour mettre en œuvre. En fait, la plateforme est prête une fois qu'on a fait l'initialisation, le démarrage. Et donc, par un simple clic et en plus décider ou piloter, ça peut être par les métiers, ça n'a pas besoin toujours de passer forcément par la DSI. Vous pouvez avoir la main et déclencher l'ensemble de la gestion et communication de crise. Ça, c'est un point important également. L'ensemble de la solution OKE et Bluemind est une solution française et souveraine. Les produits, les solutions sont développées et hébergées en France avec une totale transparence. Côté Bluemind, le produit est également open source, donc vous pouvez même auditer si besoin le code source, et aujourd'hui il est très très utilisé. Et tout ceci nous confère certaines caractéristiques, et notamment une principale, c'est d'être à l'abri du Cloud Act. Donc on n'aura pas de loi ou d'aspects légaux qui pourraient imposer à des entités tierces ou des agences extraterritoriales de pouvoir venir inspecter ou regarder les données qui sont dans la plateforme. Ça, c'est un point très important aujourd'hui, puisque dans la partie
cybercriminalité, il y a également de la cyberconcurrence ou de l'espionnage industriel, et donc ces sujets-là sont également clés. Autre point caractéristique commune à nos offres, c'est l'hébergement. On a choisi un hébergement sécurisé, donc SecNumCloud, avec une option SecNumCloud activable, par défaut, vous pouvez l'avoir. Et comme on travaille également avec des établissements de santé, on a également possibilité d'avoir un hébergement données de santé, puisque c'est la norme dans ce domaine-là. Et pour continuer, je laisse la parole à Jean-Marc, justement, pour parler de l'intégration. Oui, donc comme vous le voyez, alors bien entendu, on va répondre aux questions hein, qui se posent au fur et à mesure, mais juste pour poursuivre un petit peu, donc vous le voyez, c'est l'association de 2 éditeurs souverains pour proposer des solutions. Ces solutions, l'idée c'est aussi, et je reviens aussi sur le point qu'abordait Pierre, nous installons des environnements spécifiques à chaque client. D'accord? C'est pas un environnement SaaS, je reviens aussi là-dessus, hein, on va faire des installations particulières sur nos environnements qui vont être dédiés à chaque client et les modes d'ailleurs qu'on utilise notamment par rapport à notre solution Digital Crisis Response, c'est un SaaS qui est privatif, hein, donc spécifique à chaque client. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre nos savoir-faire et nos solutions en commun que l'on sait aujourd'hui souveraines avec nos systèmes et d'avoir un système qui soit décorrélé du système d'information, puisqu'on a besoin d'avoir cette résilience-là en particulier. Et l'idée à la fois de BlueMind, mais aussi d'Okae, c'est réellement d'avoir ce fameux kit d'urgence souverain et privatif qui va vous permettre, et c'est pour ça que l'on crée un environnement qui va vous permettre en plus, non pas d'être utilisé uniquement en situation de crise, mais aussi de travailler pour se préparer, tester, s'organiser, développer les réflexes de ses collaborateurs, pouvoir le faire aussi dans un environnement qui est dédié à ça, qui va même vous permettre d'utiliser ce qui pourrait être aussi en situation réelle, des moyens de secours, de communication de secours. Vous allez les avoir dans un environnement et les tester beaucoup plus régulièrement que de dire bah, le jour où je suis attaqué, bah, je vais pouvoir activer mon moyen de communication. Non, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien en préparation, en exercice, régulièrement. L'idée, c'est de vous permettre, à travers ces offres combinées, hein, de pouvoir, comme je disais, se préparer, s'organiser, piloter si ça arrivait en mobilisant toute l'intelligence collective que vous allez pouvoir mobiliser. L'idée, c'est pas d'avoir des plans figés hein, de réponse en disant ben, je coche un certain nombre de... Non, mais c'est au contraire d'utiliser les moyens de communication qui vont être mis à disposition de messagerie, de visioconférence, de pouvoir avoir une réponse structurée, c'est-à-dire de pouvoir mettre toutes les personnes à différents lieux autour d'une table virtuelle pour discuter des solutions, des réponses à apporter, de collecter aussi tous les d'éléments de preuve qu'on va avoir besoin, qui vont être fournis alors par un service SOC qui va vous donner des éléments de log que vous allez pouvoir conserver pour pouvoir les réutiliser le moment où vous allez pouvoir porter plainte ou donner des suites à cette affaire. Ces 2 offres combinées, bon, bah, l'idée, comme vous l'avez vu, hein, c'est d'aller vers plus d'utilisation quotidienne dans votre préparation, plus aussi dans une solution qui soit souveraine avec ce niveau de résilience, d'avoir aussi quelque chose qui est simple et intuitif, c'est pas d'avoir des environnements où il y a une difficulté pour utiliser ces éléments aussi bien en situation d'exercice que des situations réelles. C'est aussi d'assurer sécurité, transparence et confidentialité. Mais c'est aussi voilà, de répondre à ces contraintes que sont aujourd'hui comment je me prépare, comment aujourd'hui je m'outille de façon efficace. Et le troisième point, c'est si je suis amené à réagir, quel que soit le moment où ça survient, et je reviens sur ces éléments-là, c'est pas le jour où l'événement survient qu'il va falloir s'approprier un outil, mais c'est au contraire ces éléments, au moment où ça surviendra, c'est la capacité à mobiliser, même si derrière, on n'est pas dans les locaux, si vos collaborateurs ont quitté vos locaux parce que c'est le vendredi en fin de journée ou un jour férié, où on a besoin de mobiliser tout le monde pour pouvoir commencer à avoir sa réponse par rapport à un événement donné, quoi. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est réellement de combiner nos savoir-faire, nos expertises sur ce domaine-là, de vous proposer cette offre qui est complète, hein, qui va d'un accompagnement à un outillage
complet et résilient en particulier. Aurélia, si... Oui, merci, merci Jean-Marc d'avoir. Bon, effectivement, moi, de ce que je comprends, c'est que vous proposez aujourd'hui à vos clients une offre commune pour apporter Oui. une plus grande résilience opérationnelle et organisationnelle. De ce que je retiens de votre discours, c'est que quand on vit une cyberattaque, ça se passe pas vraiment comme on l'a prévu. Et donc, je vois que vous insistez sur l'importance de préparer en amont, de se préparer en amont pour mobiliser les équipes, tester surtout son plan de réponse et avoir une certaine traçabilité de l'ensemble des informations qui va être utile sur la partie retour d'expérience ou au niveau de vos contacts assurantiels, assurantiels, et bien entendu pouvoir communiquer efficacement pour limiter entre guillemets la casse. Je vous propose qu'on passe aux questions. On en a déjà plusieurs dans l'onglet, donc on est plutôt bon niveau timing. Donc on va commencer par répondre à la première question. De Stéphane, est-il possible d'alimenter des données via API, par exemple des extractions d'un ERP pour permettre aux services vitaux de l'entreprise d'y accéder lorsque le SI est immobilisé? Alors, je crois qu'il faut cliquer sur démarrer la réponse, comme ça je crois que la question s'affiche pour tout le monde. Parfait. Donc, qui dit API dit interconnexion avec des systèmes. L'idée, c'est que vous pouvez, bien entendu, uploader dans l'application des éléments de preuve, des éléments de données d'information, mais si on met des interactions avec des systèmes qui potentiellement peuvent être aussi bien attaqués. Hein. Si, je vous le rappelle, alors pourquoi aujourd'hui on a pensé même communication de crise et même une visioconférence embarquée? Je vous rappelle qu'il y a eu des attaques où les attaquants avaient accès aux messageries et accédaient même à la visioconférence Teams, avec même, ils avaient envoyé à la victime la copie d'écran en disant « mais on sait très bien ce que vous êtes en train de faire, puisqu'on voit la réponse de votre cellule de crise via Teams. » quoi. Voilà, donc l'idée c'est au contraire de vous offrir un système qui soit le plus résilient possible. Plus on mettra d'interaction avec des systèmes tiers, plus derrière on sera vulnérable. De même, vous pouvez me dire aussi, mais pourquoi on ne mettrait pas dans l'authentification du SSO pour se connecter directement? Ben non, si les hackers ils prennent la main sur votre Active Directory, ils vont prendre la main sur tout, quoi, y compris sur le SSO. Donc si vous devez avoir un système qui ne l'est pas, quel est l'intérêt, quoi? Alors pour compléter, parce qu'il y a un sujet de fond dans cette question, un autre sujet de fond, c'est que nos outils gestion et communication de crise n'ont pas vocation à remplacer vos outils métiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas se substituer même en partie à un ERP, donc on ne va pas récupérer des données de l'ERP. La gestion de crise et la communication de crise sont là pour vous aider à vous organiser au mieux possible, justement pour réparer et refaire démarrer vos outils métiers. Pas du tout pour les remplacer. Il n'y a pas de choses de PRA. On va prendre quelques données pour les prendre. Il peut y avoir des documents qui sont transférés, des choses comme ça, mais attention, l'enjeu, c'est pas le PRA. Hein. C'est vraiment de piloter toute cette gestion-là, parce que même les gens qui ont des PRA, ce dont on s'aperçoit, c'est que vous avez un PRA, vous êtes en crise, eh bien, on ne retrouve plus les données. Ah, c'était quoi l'étape? Comment il faut faire? Ah, il faut passer par ceci, mais c'était un tel qui était responsable, je crois, je ne sais plus. Voilà. Nos outils sont là pour répondre à ces problématiques-là. Merci, messieurs. On va peut-être passer à la deuxième question. Effectivement, en quoi votre offre se distingue-t-elle des outils de Shadline? J'imagine que c'est le kit de secours numérique. Je vous laisse oui, alors, dans quel aspect, préciser un petit peu votre question, d'ailleurs, le spectre de Shadline, moi, je le connais plutôt pour l'environnement sécurisé, notamment de stockage d'informations que l'on veut maintenir. Là, il s'agit réellement comme vous l'avez compris depuis le début, hein, on parle de préparation, on parle de tests, d'exercices sur lesquels on va pouvoir préparer tout un dispositif interne et externe pour pouvoir gérer un événement qu'on appelle une crise cyber. Donc l'idée, c'est au contraire d'aider au maximum l'organisation à se préparer et être en capacité de réagir le jour où elle est attaquée. Voilà. Et bien entendu, il peut y avoir des dispositifs en parallèle, Shadline ou d'autres, de dispositifs qui vous permettent de stocker certaines informations accessibles. Vous pouvez le faire aussi dans notre environnement, puisque derrière, c'est aussi de vous permettre d'intégrer votre documentation de crise et toutes les procédures auxquelles vous avez peut-être pensé. Simplement, vous avez pensé à des procédures particulières.
Pierre parlait du PRA, ça peut être aussi votre PRA ou tous les éléments que vous avez besoin. Je reviens sur cet aspect. Donc l'idée, c'est pas nous de dire on va se connecter avec d'autres environnements parce que cette résilience, elle peut se perdre, parce que l'interconnexion, c'est ouvrir autant de portes vers l'extérieur. Mais au contraire, de dire, voilà, nous, on vous propose cet élément-là que vous allez pouvoir utiliser dans ces deux contextes-là. Je me prépare, je m'entraîne et je réagis. On peut passer à la question suivante, je pense. C'est Aurélia qui la pilote. Donc, effectivement, oui, je t'en prie, Pierre. Donc, concernant la communication de crise, comment gérez-vous les clients gèrent-ils la notion d'annuaire? Donc, comme l'a dit un petit peu Jean-Marc, l'enjeu, c'est de ne pas être connecté au SI. Donc, effectivement, la solution embarque un annuaire. Après, la question, c'est comment il est alimenté. Ça peut être manuellement, on a des cellules de crise ou des outils avec pas beaucoup d'utilisateurs, une vingtaine par exemple. On peut également envisager des exports-imports de CSV pour ponctuellement peupler à partir d'une liste d'utilisateurs que vous allez extraire de votre système. On peut même imaginer, puisque BlueMind typiquement supporte ça en termes de communication, se synchroniser avec un AD ou un LDAP, puisque dans BlueMind, ça c'est des choses natives, on supporte les deux. Maintenant, dans ce contexte, comme l'a répété Jean-Marc, c'est pas forcément l'idéal. L'enjeu, c'est de dire quand on est attaqué, tout le SI est corrompu, donc on fait attention. Donc ça se décide dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus efficace, selon le nombre d'utilisateurs, selon comment ça bouge chez vous. Voilà, l'ensemble des solutions sont possibles, que ce soit AD ou LDAP ou autre d'ailleurs. Alors il y a une question qui est un peu dans une sorte de suite ou liée. La question de Vincent Monroux par rapport à peut-on fédérer un SAMLV2? On pourrait peut-être juste poursuivre parce que c'est un peu le même sujet. Donc là, c'est un petit peu pareil. On ne fait pas de fédération d'identité avec une brique ou un gestionnaire d'identité intégré dans le SI. Autant on peut récupérer des utilisateurs ponctuellement, avoir une synchro très ponctuelle ou autre. Par contre, on ne va pas se plugger ou dépendre vraiment d'une brique du SI pour fonctionner, parce que ça fait partie du cahier des charges de pouvoir fonctionner en autonome en considérant que le SI est totalement compromis, voire inaccessible. Nous, on a travaillé avec une très grande collectivité, une des 5e plus grandes collectivités, même dans les 3 premières collectivités de France. Suite à une attaque, ils n'avaient plus rien, mais ils n'avaient plus d'annuaire, ils n'avaient plus rien du tout. Donc il a fallu redémarrer et fonctionner sans aucun lien avec le SI. Et ça, c'était une contrainte forte. Pour revenir à la liste, Aurélia. J'enchaîne avec la question de Chantal. Quel est le niveau de sécurité embarqué? Alors, sur le sujet, bien entendu, on ne va pas exposer tous les niveaux de sécurité qu'on a, toutes les solutions de sécurité qu'on a mis côté Pierre, des équipes de Pierre et côté OKE, bien entendu. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que on a pris en compte les niveaux de sécurité, même aussi à travers l'hébergement, puisque je vous le disais, hein, Pierre l'a précisé à nouveau, hein, mais on a fait le choix aujourd'hui d'héberger, alors déjà sur les environnements souverains, qui répondent à des contraintes d'hébergement en termes d'hébergement de données de santé, donc HDS, même si on a même des environnements où on fait le choix volontairement de les mettre sur ces environnements-là, qui répondent déjà à un certain niveau de sécurité, à un certain niveau d'exigence aussi. Et le deuxième point, c'est aussi les environnements donc Sectum Cloud, hein, donc certifiés par l'ANSSI, où là on a fait ce choix-là, avec toutes les exigences que l'on a côté hébergeur comme côté aussi éditeur. L'idée étant de pouvoir, dans ces environnements, répondre aussi à nos attentes de nos clients, avec des environnements en plus qui sont aujourd'hui supervisés à H24. En plus, je reviens sur les niveaux de sécurité, bien entendu, je ne pourrais pas les exposer ici et vous les livrer ici, mais j'allais dire, l'idée, c'est de répondre à cette exigence donc de sécurité déjà dans la construction de notre architecture. C'est-à-dire, moi j'ai parlé de SaaS privatif, on ne parle pas de SaaS avec une base de données qui est cloisonnée d'un client à un autre, on parle de base de données qui est spécifique à chaque client. Voilà, c'est des environnements qui sont
différents les uns les autres, avec des machines qui sont spécifiques à chaque client, qui va choisir dans des environnements, comme je le disais, soit sécurisés avec un niveau de type Second Cloud, soit un environnement de type AGS, avec nos propres systèmes aussi de sécurité que l'on a mis en place, qu'on améliore au fur et à mesure aussi. Hein. Ben, l'idée, la sécurité, elle évolue dans tous les sens. Vous le voyez aussi, aucun de nos clients, ben, côté OKL, n'est exposé. Hein. On ne communique pas, vous ne pouvez pas avoir de références affichées sur nos sites. On en parle, ceux qui nous autorisent à en parler, on en parle, mais généralement, on ne communique pas trop dessus. Même si on travaille avec des acteurs qui sont des opérateurs qu'on appelle aujourd'hui des OSE, des OIV. Donc voilà, on préfère ne pas aborder ces questions-là. Merci Jean-Marc. On va passer à la question d'Olivier. Comment la notion de plan de réponse structuré, qui fait écho à un dispositif figé, s'articule-t-il avec ce qui a été indiqué en préambule, à savoir qu'en situation réelle, les checklists ne se vérifient pas? Oui, je vois. Alors, c'est un abus de langage quand on parle de plan de réponse structuré. L'idée, c'est quoi? C'est, quand je parle de plan de réponse structuré, c'est volontairement, c'est de dire, on met tous les acteurs, toutes les compétences dont on a besoin pour ensemble avoir une réponse ou des réponses à un événement donné. Voilà, c'est pas la partie IT qui va gérer seule son problématique. Il y a des répercussions par rapport à des métiers, à des activités. Il y a des décisions à prendre au niveau de la direction générale. L'idée, c'est avoir une coordination. Voilà, plan de réponse structuré, c'est mettez derrière la logique de coordination, d'intelligence collective, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un plan d'action sur lequel toutes les compétences clés sont présentes. C'est-à-dire, on a besoin d'une décision de la direction générale. Ben, la direction générale sait très bien les actions qu'on va mettre en œuvre, qu'on lui propose d'acter dans le cadre de la cellule de crise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point aussi, c'est la possibilité, à travers l'outil, d'avoir aussi plusieurs cellules de crise qui peuvent, en fonction des dispositifs, hein, nos clients ont des dispositifs qui parfois utilisent une cellule de crise décisionnelle, une plutôt opérationnelle. Mais l'idée, c'est de vous permettre d'avoir la vision sur ce qui sera mis en œuvre. Ce n'est pas des mails échangés dans des boîtes mail où on ne se souvient plus, oh, mais je vous ai envoyé un mail pour dire que j'étais en train de faire ça, quoi, à 8h48. Non, on voit ce qui a été fait à 8h48 et l'action qui a été mise en œuvre en particulier. Voilà, l'idée de plan de réponse structuré, excusez-moi, c'est peut-être un abus de langage, mais c'est réellement d'avoir cette coordination, cette intelligence collective. Merci Jean-Marc. Je pense que cette question est également pour vous. Vous parlez de récupération de preuves, une intégration SIEM, SOC, journal de log, est-elle possible avec vos solutions respectives? Pierre Alors, et Jean-Marc. voilà, pareil, hein, moi je vais répondre, Pierre, excuse-moi, sur le point, mais l'idée, c'est pas de se connecter avec un SIEM, un SOC, mais c'est de récupérer ces éléments. Alors, souvent, on les voit, je m'en excuse, hein, mais je l'ai encore vu récemment, c'est le RSSI demande à avoir ces éléments, ça part dans les messageries. Oui, mais le message, je l'ai reçu quand? Alors, en plus, avec toujours la thématique, hein. C'est pas parce que c'est votre messagerie au quotidien que cette messagerie au quotidien, votre système, il n'a pas été corrompu jusqu'à l'usage de la messagerie, quoi. Donc, nous, on va au contraire, avec les moyens de communication embarqués, ceux de l'équipe de Pierre, pouvoir avoir la possibilité d'échanger sur une messagerie qui n'est pas la messagerie que vous utilisez au quotidien. Donc, on va pouvoir récupérer ça, mais aussi l'intégrer dans la main courante de l'événement pour le garder comme un élément de preuve. Parce que quand on aura besoin de faire la conclusion de l'événement, vous le savez très bien, c'est très difficile parce que c'est retrouver tout l'historique, tous les éléments qu'on a reçus à un moment donné. Nous, on va conserver dans une main courante les événements, les heures à laquelle ces événements ont été notés, réalisés, mais c'est aussi toute la documentation qui aura été échangée à ce moment-là pour conserver l'élément de preuve qui est le journal de log qu'on va intégrer dans la main courante, quoi. Merci Jean-Marc. Je ne sais pas, Pierre, de ton côté, s'il y avait quelque chose à ajouter. Sinon, on a encore 2 autres questions. Non, moi c'est bon, on peut faire ça avec du Bullman standard. La messagerie quand elle est dans le SI, hors du SI, effectivement, on ne propose pas ça. Parfait. Comment vous communiquez les identifiants d'accès à la plateforme si on part du principe que le SI est corrompu et inaccessible?
Alors, je ne veux pas rentrer trop dans dévoiler des éléments que l'on a mis en place, mais nous, l'idée, c'est qu'on va gérer les utilisateurs de notre solution directement dans notre plateforme. D'accord? J'allais dire, en intégration aussi, en intégrant BlueMind, on est capable aujourd'hui de dire à tel utilisateur, il a accès à la cellule de crise, parce que les cellules de crise, on va les cloisonner. Il peut y avoir une cellule, je disais tout à l'heure, technique ou décisionnelle, mais on va donner les droits d'accès avec des mesures de sécurité. Je ne vais pas les déployer, enfin, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui, hein, ces mesures de sécurité, mais on répond aux standards classiques. Hein. Aujourd'hui, c'est une solution qui embarque des moyens d'authentification qui nous sont propres, d'accord, que l'on a mis en place. On est capable, par rapport à un utilisateur, de lui donner accès à cette plateforme via une adresse de connexion, via un navigateur, puisque il n'y a pas d'installation d'application lourde. Hein. C'est une application qui va être accessible via un navigateur. On est capable à cet utilisateur de lui attribuer une licence de moyen de communication de secours, c'est-à-dire lui dire cet utilisateur va avoir besoin d'une messagerie, et c'est pas, on peut l'attribuer aussi bien pendant l'événement, en lui disant, celui-là, il a besoin d'une messagerie, tac, on lui active les moyens de communication via une adresse email qui va être non pas celle rattachée à votre... Alors, excusez-moi pour les terminologies, mais ce n'est pas les DNS que vous utilisez au quotidien, hein, ce n'est pas l'adresse de mail que vous allez avoir, ce n'est pas votre messagerie quotidienne, c'est une autre messagerie avec, là aussi, un principe de fonctionnement qui va être une adresse mail dédiée avec un DNS dédié qui va vous permettre d'avoir accès à votre boîte de messagerie, à votre capacité de pouvoir faire une mobilisation, une prise de rendez-vous et mobiliser une visioconférence en invitant des participants. Alors, soit vous avez la possibilité d'avoir une... Jean-Marc, je vais compléter puisque je pense que la question, elle était juste légèrement un peu différente. La question, c'est comment on communique comme le système est corrompu, inaccessible. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que on ne communique pas forcément les identifiants au moment de la crise. Il y a tout un travail préparatoire. Et donc, après, la façon dont les gens ont été informés, c'est un préalable, en fait. Et d'ailleurs, ce préalable est important et d'ailleurs nécessaire lors des exercices de préparation. Vous avez un compte secondaire qui n'est pas dans votre SI et qui est donné préalablement. Donc, ce n'est pas au moment de la crise qu'on va donner les identifiants. Alors, c'est possible, hein, on peut créer à ce moment-là, mais en général, c'est préalable. Si on les crée à ce moment-là, je pense que là, on va passer par des moyens, c'est soit le téléphone, soit des choses comme ça. Mais voilà, normalement, dans la logique, il y a tout un travail justement dans la partie gestion de crise. Hein, c'est le premier point que l'on voit sur la gauche, c'est se préparer. Et se préparer, ça veut dire que les identifiants ont été donnés aux personnes et qu'il peut y avoir des phases de test de temps en temps, des exercices et phases de test. Comme un backup. Voilà. Merci Pierre. Effectivement, on a une dernière question qui va nous faire une belle transition pour terminer ce webinaire. Déjà, merci à tous les trois pour cette intervention. Pour nos participants désirés d'aller un peu plus loin, j'imagine que OKA BlueMind, vous êtes en mesure de leur montrer un peu ce qu'il y a sous le capot, je dirais, à travers une démonstration, un cas réel concret ou des exercices de crise. Donc, on reviendra vers vous avec le replay du webinaire et on pourra vous donner d'autres informations à ce sujet. Mais je vous laisse quand même terminer avec quelques éléments sur cette dernière question. Comment gérer le licensing au user, à la fonctionnalité, ou est-ce que le tout est inclus? Alors, je vais prendre la parole pour avoir un peu de féminin dans ce monde masculin de la cyber. Donc, comment gérer pas tous les deux votre micro quand cette question arrive, sinon j'imagine que c'est peut-être ultérieurement. Il y a deux principes. Je laisse la main. C'est bon, Aurélien? Je peux y aller? Oui? Vous m'entendez? Eh bien... Aurélien, je pense qu'Aurélien ne doit pas t'entendre. Elle ne m'entend pas, d'accord. Mais vous m'entendez? Ah non, je ne t'ai pas entendu, effectivement. Oui, elle parle, Pascal. Tout va bien. Donc, parfait. Alors, sur le principe aujourd'hui, sur le principe déjà de licensing au niveau d'OKA, de Digital Crisis Response, on gère effectivement au nombre de licences administrateurs. Donc, c'est un package de licences administrateurs. Bon, il faudrait rentrer un peu plus dans l'outil pour comprendre ce que veut dire une licence administrateur.
mais c'est celui qui a tous les droits pour tout paramétrer. D'accord? Donc ça, c'est généralement, pour des grandes organisations, on a entre 2 voire 4 licences administrateurs, pour donner un exemple. Sur l'aspect, effectivement, communication de secours, c'est selon le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez doter de mails et ou de visioconférences. D'accord? Donc, c'est là où on a un package. Donc, là, Pierre, tu pourras rebondir dessus pour expliquer. Mais c'est effectivement une option que les clients prennent ou pas et qui vont dire, je veux par exemple 10, 50, 100, 200, 300, 500 comptes mail ou 500 comptes visio, etc. Donc là, c'est selon le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez outiller et qui sont utiles, bien entendu, au cours d'une cellule de crise. Donc, vous allez vraiment donner des licences à des utilisateurs qui ont un intérêt à intervenir et à communiquer et à échanger pendant toute une crise. Donc, c'est là qu'on va gérer ces licences-là. Donc, après, vous avez dans l'outil DCR la possibilité d'administrer ce nombre de licences. Vous savez toujours où vous en êtes. Donc, après, si vous en ajoutez, etc., bon, après, tout au long de la vie, on peut effectivement évoluer. Voilà, sur DCR, le nombre d'utilisateurs ne dépend pas. On peut être convoqué dans une cellule de crise tout en n'étant pas dans l'organisation, parce que je vais apporter une expertise particulière. Donc là-dessus, on est transparent, c'est-à-dire il n'y a pas de licence utilisateur. Voilà, on ne peut pas vous dire vous êtes convoqué dans une crise, que ce soit des personnes que vous avez dans votre organisation ou extérieures à votre organisation, vous les convoquez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de licence en vous disant ah ben vous manquez des licences. Non, non, l'utilisateur convoqué à une gestion de crise qui s'agisse d'un entraînement ou d'une situation réelle, bah, il peut se connecter, il n'y a pas de licence à avoir particulièrement, quoi. D'autant plus on peut convoquer un intégrateur ou externe si pas de licence? Non, il n'y a pas de problème pour le convoquer au niveau de la cellule de crise. D'accord? Il faut savoir ce qu'on a dit, hein, c'est que il peut y avoir plusieurs cellules de crise aussi en parallèle. Donc, on ne pouvait pas, nous, au niveau d'une solution de pilotage de cellules de crise, donner des tarifs au nombre de participants à des cellules de crise. Ça ne voulait rien dire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a limité. Par contre, ce n'est pas le cas, effectivement, pour les mails et la visio. Mais il faut savoir que quand on a une licence mail, on communique avec l'extérieur. Quand on a une visio, on communique avec l'extérieur. Il n'y a pas de souci. On peut aussi y associer d'autres acteurs externes ou internes. On communique avec le reste du monde. Donc, on peut convoquer un intégrateur ou externe s'il n'y a pas de licence. Tel crisis response. Il n'y a pas de... ne voyez pas vous demander des licences alors que vous étiez en pleine gestion de crise, quoi. Soyons réalistes, quoi. C'est-à-dire, toutes les compétences dont vous avez besoin, il faut que vous puissiez les mobiliser, qu'il s'agisse de compétences internes, externes, ou même d'autorité, parce que d'ailleurs, vous avez besoin d'avoir un support complémentaire. Donc, il ne faut pas qu'à ce moment-là, vous soyez contraint par ah ben, on n'a pas suffisamment pris de licence, quoi. Et vous n'allez pas les payer dans ces licences utilisateurs, on ne va pas vous les faire payer en disant vous prenez un stock, quoi. Voilà. Après, le paramétrage fonctionnel qu'on a dans l'application, parce que c'est un paramétrage fonctionnel, ben, oui, il y a des licences d'utilisateurs. Mais ça s'arrêtera là par rapport à la partie DCR. Et après, la partie, comme vous pouvez l'imaginer, messagerie, visio, ben, dépend aussi voilà, de toute une infrastructure. On parle d'infrastructure d'ailleurs. C'est pas un client. On n'est pas, voilà, c'est une vraie infrastructure d'ailleurs. Très bien. Le timing est plutôt respecté. Merci à tous les trois pour cette belle intervention avec Okae et Bluemind. Et comme on vous l'a dit, on vous enverra le replay du webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on vous remercie tous d'avoir participé nombreux à ce webinaire sur la gestion de crise et la communication de secours. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci Aurélien, merci Pascal et Jean-Marc et à tous. À bientôt.